Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 21 juin, premier jour de l'été. La principauté de Monaco est une bonne planque financière, favorable au blanchiment d'argent. Un rapport parlementaire dénonce cette situation. L'enquête sur les filières d'immigration clandestine après la mort des 58 immigrés chinois retrouvés dans un camion à Douvres progresse. Le propriétaire du camion a été arrêté. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la France bien placée en matière de soins. Plus généralement, il vaut mieux vivre dans un pays riche pour être en bonne santé. Le ministre de la Défense consent des aménagements pour les sursitaires. Les titulaires d'un emploi obtiendront un sursis. Et puis il y a de la joie en France et un peu partout dans le monde avec la fête de la musique. Nous serons en direct de Bordeaux, dans les jardins du Palais Royal à Paris, et puis avec Michel Drucker pour un tapis rouge prometteur. Confirmation, Monaco est bel et bien un caillou cossu où le blanchiment de l'argent sale trouve des facilités. Un rapport parlementaire précise l'absence de déontologie bancaire et dénonce un territoire complaisant sous protection française, car la France n'est en effet pas exempte de reproches. Elle finance le budget de Monaco par des reversements au titre de la TVA qui ont atteint 826 millions en 1998. Les députés ont d'autre part déploré le langage princier qui consiste à minorer ou à nier le danger de blanchiment d'argent. Enquête d'Olivier Caroff et José Boulestex. À chaque coin de rue ou presque, une banque. Nous sommes à Monaco. Ici, il y a 10 fois plus de comptes bancaires que d'habitants. Chiffre d'affaires de ces établissements, 300 milliards de francs par an, dont une partie proviendrait du crime organisé et de la corruption. Depuis cet après-midi, c'est toute la principauté qui est officiellement dénoncée comme complaisante envers l'argent sale. L'accusation vient d'un groupe de députés français. Dans leur enquête sur le blanchiment, ils réservent à Monaco un sort particulier. Pour eux, ce n'est pas seulement un paradis fiscal, c'est aussi un paradis bancaire et même judiciaire. C'est qu'en vérité, si vous êtes étranger et que vous faites attraper pour blanchiment à Monaco, par peur du scandale, on évitera de vous juger à Monaco. Et si vous êtes monégasque et que vous faites attraper pour blanchiment, par peur du scandale, on vous protégera. Enquêtes étouffées, documents cachés au juge d'instruction, au palais de justice de Monaco, on assure que cette période est révolue. Pour ce magistrat français qui travaille là-bas depuis 1 an et demi, le problème vient surtout de certaines pratiques financières qui garantissent l'anonymat complet aux experts en blanchiment. Monaco a une législation qui est bonne à cet égard-là. Alors c'est vrai que le problème difficile, c'est peut-être celui des sociétés offshore sur lesquelles Monaco réfléchit et lutte, et de connaître impérativement tous les ayants droit économiques qui se cachent derrière ces sociétés offshore. Mais il y a plus grave encore que ces sociétés opaques. Les établissements bancaires les plus renommés sont aussi concernés. Les députés ont reçu un témoignage accablant. Il émane d'un haut responsable d'une grande banque française. Lors d'une inspection à Monaco, il demande à vérifier les dossiers de plus de 200 clients suspects dans la filiale monégasque. Résultat, un quart de ces dossiers étaient vides, un autre quart des dossiers étaient mal renseignés ou renseignés de façon incomplète ou insuffisante, ne permettant pas de se faire une idée véritable de ce qu'il y avait derrière. Il y a une sorte de consensus local pour pas faire de vagues, accepter discrètement des fonds sans trop se poser de questions. Pour Monaco, ça tombe mal. L'Europe s'apprête à dresser sa propre liste de paradis fiscaux et la principauté espérait bien ne pas y figurer. La mort épouvantable des 58 immigrés clandestins chinois retrouvés dans un camion frigorifique sur le port de Douvres lundi dernier semble avoir provoqué un réveil policier et judiciaire en Europe. L'enquête menée aux Pays-Bas à Rotterdam progresse. La police néerlandaise a procédé à une deuxième interpellation aujourd'hui, celle du propriétaire du camion qui transportait les clandestins. Reportage de nos envoyés spéciaux Jacques Cardoz et Alexandre Delaval. Ariane van der Speck n'aurait plus séjourné au domicile familial depuis plusieurs années. C'est en tout cas la version avancée par son entourage, comme pour mieux se défendre. Cette affaire ne concerne personne ici, surtout pas les parents van der Speck. Eux-mêmes n'auraient pris connaissance de ce trafic que par la police venue perquisitionner avant-hier. C'est tout un quartier qui se réfugie dans le silence. C'est pourtant bien cette adresse qu'a fournie Ariane van der Speck à la Chambre de commerce pour justifier la création de son entreprise. L'instruction s'oriente vers des milieux de jeux illégaux à Rotterdam. Selon certains journaux, cela serait souvent entre les mains de trafiquants chinois. 2 personnes ont pour le moment été entendues par la police. Un homme de 55 ans interpellé hier
Il serait connu pour trafic d'êtres humains. L'autre personne est ce fameux Van der Spek, âgé de 24 ans. Désormais, tous les regards se tournent vers ce propriétaire actuellement entendu par les autorités néerlandaises. Est-il lui-même à l'origine de ce trafic de clandestins ou seulement l'un des acteurs d'un réseau plus vaste? Y avait-il d'autres opérations de prévues? Voilà toutes les questions que se posent les enquêteurs qui n'excluent pas d'autres interpellations dans les semaines à venir. Les clandestins chinois seraient originaires de la province du Fujian. Leur voyage vers la mort aurait duré 4 mois. Le 17 avril dernier, un groupe de jeunes Chinois avait été interpellé à Poers, c'est au nord de Bruxelles, puis relâché. Il n'est pas impossible que ce soit ces jeunes gens, ces jeunes filles, qui aient tenté une deuxième fois le passage vers l'Angleterre. Reportage Caroline Gauthier et Sylvain Dauba. Sur ces images, 60 clandestins chinois arrêtés en Belgique. Peut-être la dernière trace du groupe d'immigrants découverts morts dans un camion en Grande-Bretagne. Les similitudes en tout cas sont nombreuses à tel point que les autorités britanniques ont demandé à leurs homologues belges de leur transmettre tous les éléments d'enquête sur ces réfugiés. Car à l'époque, les Belges se contentent de les expulser de l'espace Schengen sans s'inquiéter de leur destination, peut-être Douvres, c'est ce que veulent savoir les Anglais. D'autres pensent aussi les avoir reconnus. Des clandestins chinois de Londres, ils s'expriment pour la première fois sous le couvert de leur avocat. Parmi mes clients qui pensent avoir des parents dans le camion, certains vivent dans la clandestinité. C'est pour cela qu'ils ne sont pas allés voir la police. Je réclame l'immunité pour eux et pour tous ceux qui se feront connaître. Chen Aoui est l'un d'entre eux, son cousin ferait partie des victimes, il l'aurait prévenu de son arrivée. Mais depuis son dernier coup de fil de Hollande, plus de nouvelles. Chen Aoui raconte, le voyage pour l'enfer aurait commencé en février dans la province du Fujian, au sud de la Chine, avant de traverser toute l'Europe. Un parcours emprunté par des milliers d'autres réfugiés. C'est le cas de Monsieur Lin, qui habite maintenant à Paris. En 91, il a fui la Chine. 4 mois de galère, à pied, en voiture, en camion, il se souvient. Pour traverser la douane en Chine, pour éviter les ennuis, je me suis caché dans un camion jusqu'en Birmanie. Après, on a marché jusqu'en Thaïlande. Pour éviter de se faire repérer, nous avons toujours voyagé de nuit. Je suis parti avec 8 autres personnes, mais finalement, je suis le seul à être arrivé. Monsieur Lin a conscience aujourd'hui d'avoir eu de la chance. Son voyage à l'époque lui a coûté 100 000 francs. Venus d'Asie ou d'autres régions du monde, les immigrés utilisent tous les moyens pour rejoindre un pays qu'ils ont imaginé, de rêve. La Grande-Bretagne n'est pas très regardante sur les conditions d'emploi de ces clandestins. Le nombre de demandeurs d'asile aurait augmenté de 60% en 10 ans. Le gouvernement de Tony Blair paraît contraint d'improviser pour faire face à une polémique politique. Des hôtels ont été transformés en centres d'accueil aux frais du Royaume britannique. Correspondance à Londres de Pascal Doucet-Bon avec Michael Barnes. C'est un de ces hôtels des faubourgs, 400 chambres, pas bien belles, mais pas trop chères. Le patron était ravi de sa clientèle d'étudiants fauchés et de travailleurs de passage. Mais il y a 3 ans, l'État lui a demandé de réserver 30 chambres pour des réfugiés, puis 50, puis tout l'hôtel. Geoffrey Baird a alors changé de métier. J'ai toujours été dans l'hôtellerie. Rien ne me préparait vraiment à devenir le patron d'un centre de réfugiés. Tout le monde l'appelle le boss parce qu'il décide de tout ici. Et le boss refuse catégoriquement de dire combien l'État britannique verse à son hôtel. Tout au plus reconnaît-il que l'affaire n'est pas mauvaise. Ici, le drame de Douvres a réveillé quelques souvenirs douloureux. Les réfugiés du parc hôtel viennent de 11 pays différents, mais ont un point commun. Tous sont arrivés à l'arrière d'un camion. Au Kosovo, le passeur m'a demandé 20 000 francs. J'ai payé. Le camion macédonien a mis 3 jours et demi pour arriver ici. Moi, j'étais caché dans un sac. C'est un choix difficile de monter comme ça dans un camion. Vous savez à ce moment-là que vous jouez avec votre vie. En Grande-Bretagne, les réfugiés sont entièrement pris en charge pendant l'examen de leur demande d'asile. Tous avouent avoir choisi ce pays pour ses largesses. Tous choisiront la clandestinité si leur demande est refusée. J'ai risqué ma vie pour venir ici, alors j'espère qu'on ne me refusera pas l'asile. Si ça arrive, je ne rentrerai pas au Kosovo. Face aux critiques de l'opposition, le gouvernement Blair a déjà affiché sa volonté de limiter le nombre de réfugiés, mais n'a toujours pas dit comment il comptait s'y prendre.
Demain, en baie de Saint-Brieuc, de nouvelles recherches sous-marines seront organisées dans la zone où fut repêché le 6 juin dernier un crâne attribué depuis, après analyse, comme étant celui de la fille du docteur Godard. On recherchera d'autres restes macabres et peut-être des éléments du voilier qu'aurait loué le docteur Godard en septembre 1999. Mais les habitués de la baie, les pêcheurs, sont sceptiques compte tenu des marées et des courants dans cette zone. Reportage à Saint-Brieuc, Patrick Fandiot et Blaise Grenier. Quand il fait beau, on peut l'apercevoir de la côte, le phare de Rohain, dans la baie de Saint-Brieuc. C'est un périmètre de 2 à 3 km autour de cette zone que les gendarmes s'apprêtent à fouiller, probablement dès demain, en espérant trouver des restes de la famille Godard et peut-être même l'épave du voilier. Car les enquêteurs, après s'être longtemps focalisés sur l'hypothèse d'une fuite, commencent seulement à envisager le naufrage ou le suicide familial organisé par le médecin. Ce sont des marins pêcheurs du coin qui ont remonté dans leur filet il y a 2 semaines un crâne qui serait celui de Camille, la petite fille du couple. Ils sont plutôt sceptiques sur les opérations de recherche. On va peut-être la trouver justement par hasard. C'est comme ça se passe souvent, ça se trouve par hasard. Et on peut chercher des fois très longtemps avant de retrouver quelque chose. Puis un jour ou l'autre, quelqu'un peut découvrir une épave. La Marine nationale n'a pas encore décidé ce soir quels moyens elle mettra en œuvre. Un dragueur de mine comme celui-ci, ou peut-être des plongeurs. Tout dépendra de la profondeur du site et de la nature des fonds marins à cet endroit. Effectivement, les recherches, c'est une zone qui va être assez importante, hein, mais qui est quand même facile de recherche, sachant que les fonds ne sont pas trop importants, quoi. Il n'y a pas des fosses de grande profondeur. Si la météo et les courants le permettent, les opérations de recherche pourraient durer 2 ou 3 jours. L'enquête judiciaire sur les conditions de la mort du magistrat français Bernard Borel à Djibouti en octobre 1995, relancée. La Cour d'appel de Paris vient en effet de dessaisir les 2 juges en charge du dossier, car ils s'étaient opposés à la présence des parties civiles lors de la reconstitution. La femme de Bernard Borel, également magistrate, affirme que son mari a été assassiné. Les ministres de l'OPEP, les pays producteurs et exportateurs de pétrole, étaient réunis à Vienne aujourd'hui pour fixer éventuellement une augmentation de la production. C'est fait. Par voie de conséquence, peut-être y aura-t-il une baisse des prix, mais les hypothèses sur ce sujet sont très prudentes. Les pays pétroliers n'accepteraient qu'une hausse raisonnable de l'offre. Explication, David Bohéry avec Patrick Voix. Les automobilistes du monde entier auraient sans doute souhaité un geste plus généreux. Les membres de l'OPEP viennent de décider de produire 700 000 barils de plus par jour. Depuis 1 an et demi, le marché mondial du pétrole est déséquilibré. La consommation augmente plus vite que la production. L'économie des pays industrialisés tourne à plein régime, alors que les pays producteurs respectent des quotas très limités. Résultat, depuis janvier 1999, le prix du brut a été multiplié par 3 pour arriver autour des $30 le baril. En mars dernier, l'OPEP avait déjà décidé de produire plus, mais c'était insuffisant pour renverser la tendance. Les grandes compagnies, elles, pariaient sur la baisse. En attendant, elles ont puisé dans leurs stocks et ils sont en chute libre. En temps normal, le marché mondial de l'essence a en stock 9 jours de réserve, aujourd'hui à peine 3 jours. Une pénurie de carburant qui accentue la hausse des prix à la pompe. Aux États-Unis, on a assisté à un durcissement des normes en matière d'environnement concernant les essences. Et toutes les raffineries aux États-Unis ne sont pas prêtes aujourd'hui à satisfaire ces normes. Donc une difficulté à ces raffineries de se remettre en marche à un niveau suffisant qui permette de reconstituer les stocks au niveau commercial habituel. C'est donc en Europe que les compagnies américaines viennent se fournir en essence. Et la situation n'est pas près de s'arranger. La consommation est toujours plus forte en été quand des millions de vacanciers prennent la route. En faisant le plein tous en même temps, les automobilistes font eux-mêmes en quelque sorte monter le prix de l'essence. Et pendant que l'on discute production et prix du pétrole à Vienne, en France, à l'adresse des régions du littoral atlantique et des touristes, le groupe Total fait sa pub avec un certain talent pour la récupération d'une cause difficile depuis le naufrage de l'Erika. Explication avec Jean-Bernard Schmitt et Patrick Voix. Il ne nous épargne ni les images, ni les commentaires. C'est abominable de voir ça. Tout cela n'est pas flatteur, et pourtant c'est justement ce que Total a choisi de mettre en avant dans sa dernière campagne de communication. 10 jours seulement de diffusion pour ce qui n'est pas vraiment une publicité. Le pari semblait risqué, mais les concepteurs voulaient être sûrs de l'effet. Ce ne sont pas ces images qui ont de l'impact, ou ces coupeurs de presse, c'est le fait d'oser les utiliser qui a de l'impact. Parce que quand vous ouvrez un journal et que vous voyez que dans un titre on dit Total sans glu,
eh bien, si l'entreprise Total ose montrer ce genre de titres, d'articles qu'elle a découpés, c'est une démarche audacieuse. Jouer avec son image, plutôt rare comme idée dans un grand groupe industriel. Chez Total, on a eu l'impression de miser gros, mais de toute façon, il fallait parler maintenant. On estime qu'avec, je dirais, les opérations de pompage qui démarrent depuis le début juin, nous sommes plus légitimes à reprendre la parole. Ce n'est absolument pas une prise de parole de sortie de crise, on sait très bien qu'elle n'est pas finie, simplement c'est une reprise de parole. Car pour certains, il était temps d'agir. À dire vrai, Total n'avait plus grand-chose à perdre. L'image de Total, elle est définitivement et pour longtemps accolée à l'image de la marée noire. Et ce qu'on leur a reproché justement, c'était de ne pas assumer leurs responsabilités. Eh bien en les montrant et en disant bah oui on y est pour quelque chose et on fait ce qu'on peut pour l'arranger, ils ont une communication qui sera saluée par l'opinion publique. Difficile d'évaluer l'impact de cette publicité pour l'instant. Total affirme ne pas avoir reçu de plainte de téléspectateurs. La seule contestation est venue des élus locaux qui auraient voulu voir utiliser autrement les 15 millions dépensés pour cette campagne. Une nouvelle enquête pour dépister des OGM, organismes génétiquement modifiés, a été déclenchée par la Direction générale de la répression des fraudes. Selon notre confrère, le quotidien Sud-Ouest, la présence d'OGM sur des variétés de maïs conventionnels aurait été établie en Gironde, Maine-et-Loire, Pyrénées-Atlantiques et Lot-et-Garonne, soit 4800 hectares ensemencés en maïs contenant des OGM. Une enquête a donc été ouverte. Néanmoins, pour la santé en France, nous serions champions. Un rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, classe en effet la France en tête de tous les pays. Au dernier rang, il y a la Sierra Leone. Mais il faut apprécier ce classement à la lumière de critères très particuliers, notamment sur les systèmes de santé, la protection sociale. Bref, il vaut mieux vivre dans un pays riche. Commentaire Romuald Bonan. Très vite. La France est en bonne santé. D'après l'OMS, le système de soins français arrive en tête du palmarès mondial devant l'Italie, Saint-Marin, Andorre et Malte. En revanche, cette enquête de 9 mois, unique en son genre, place les États-Unis, première puissance économique au monde, au 37e rang quand il s'agit de juger son dispositif de santé. Pour établir son classement, l'OMS a tenu compte de critères très larges. Médicaux d'abord, comme le niveau général de la santé ou bien les écarts de santé au sein d'une même population. Mais l'organisation a aussi pris en compte des aspects socio-économiques, comme le degré de satisfaction des patients face à leur système, ou encore la répartition du financement de ces soins dans la population. Un bon point pour la France que certains experts tiennent tout de même à nuancer. Je savais que la France faisait partie des 10 meilleurs pays du monde, mais le premier c'est un peu discutable, puisque l'espérance de vie des Françaises est le second au monde, donc c'est pratiquement le premier, mais pour les Français nous ne sommes qu'au 10e rang. Et pour d'autres indicateurs comme la part des dépenses remboursées, les inégalités régionales, nous sommes également pas très bien placés. L'OMS montre aussi l'extrême fragilité des plus pauvres face à la santé, comme la République centrafricaine, la Birmanie et la Sierra Leone qui finissent derniers. Des pays où l'espérance de vie dépasse à peine les 40 ans. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé avance une proposition, le prépaiement des soins, bref, la mise en place d'une couverture sociale. Les dispositifs dans lesquels chaque individu prépaye les soins sous forme de cotisation ou d'impôt sont à la base de systèmes de santé plus justes et de meilleure qualité. L'OMS conclut sur un chiffre clé, 400 francs par an et par personne, le seuil minimum moyen de dépenses pour un système de santé efficace. Les États-Unis, champions ou presque, des pratiques barbares en matière de peine de mort. Demain, c'est dans l'État du Texas, celui dont le gouverneur est George Bush Jr., que l'on doit exécuter Gary Graham pour un crime commis il y a 19 ans, alors qu'il était mineur. Le procès de Graham est entaché d'erreurs de procédure et Graham a toujours nié ce qu'on lui reprochait, mais au Texas, comme dans tous les États des États-Unis où la peine de mort est appliquée, les condamnés noirs comme Graham ont 3 fois moins de chances que les blancs d'être entendus. Une manifestation, celle-ci, a eu lieu en faveur de Graham à Austin, devant la résidence de George Bush. Dans un autre État des États-Unis, celui de l'Alabama, l'un des plus conservateurs, le nombre de condamnations à mort a doublé ces dernières années. La plupart des condamnés, pour l'essentiel des Noirs, pauvres, n'avaient pas les moyens financiers de bien se défendre, mais tous les arguments des abolitionnistes ne pèsent pas très lourd face aux convictions de ceux qui vont jusqu'à soutenir chaque exécution capitale de façon parfois spectaculaire, comme le rapporte notre correspondant Étienne Lénart. Lonnie King n'est pas du genre à cacher ses opinions. Depuis que son fils a été assassiné et dans l'attente du jugement de son meurtrier, ce garagiste a installé à l'arrière de son pick-up une chaise électrique. En Alabama, on l'appelle la maman jaune et Lonnie King fait campagne pour qu'on l'utilise sans discernement.
Franchement, je ne crois pas qu'un être humain puisse rester enfermé dans une cage jusqu'à la fin de sa vie. Quelques-uns peut-être, mais ils sont peu nombreux. Et je crois que finalement, c'est moins cruel de mettre fin à leur jour. Dans cet État très conservateur du sud des États-Unis, l'écrasante majorité de la population est favorable à la peine capitale. 187 détenus attendent dans le couloir de la mort. En moyenne, leur procès n'a duré que 2 jours et la plupart d'entre eux n'avaient aucune ressource pour financer leur défense. 6 fois dans sa carrière, l'avocat Mike Williams a été commis d'office pour défendre un condamné à mort. Payé 28 francs de l'heure, il ne fait pas mystère du peu de temps et d'intérêt qu'il peut apporter à la défense de la vie d'un condamné. Si on me propose un matin, disons 3500 francs pour m'occuper d'un divorce, je vais évidemment traiter ce dossier en priorité et laisser de côté la défense du condamné à mort, parce que je suis très mal payé pour cela. De cette justice à 2 vitesses, Beau Cochran a bien failli être la victime. Après 17 années passées dans les couloirs de la mort, il a été innocenté quelques mois avant son exécution grâce au travail de ce cabinet d'avocats à but non lucratif installé dans l'Alabama et dirigé par ce jeune juriste surdoué. Dans notre système judiciaire, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir pour quelqu'un qui est coupable et riche que pour quelqu'un qui est innocent mais pauvre. L'argent fait toute la différence. Si vous êtes bien défendu, vous ne finissez sans doute pas dans le couloir de la mort. En 10 ans, 60 condamnations à mort ont été annulées en Alabama, mais pour la seule année 99, 27 prisonniers y ont été exécutés. J'ajoute enfin à propos de la peine de mort aux États-Unis que la nuit dernière, un condamné venait d'être sanglé pour être exécuté par injection létale dans la prison de Stark, c'est au sud-est de la Floride, 10 minutes avant d'être exécuté. Une cour fédérale lui a accordé un sursis. Le condamné souffrira de troubles psychologiques. Il a été remis dans une cellule du couloir de la mort de cette prison. Et puis je vous recommande ce livre aux éditions L'Écart, Lettre ouverte aux Américains pour l'abolition de la peine de mort. En Irlande du Nord, explosion dans un quartier catholique de Belfast. 2 personnes auraient été blessées, c'était à la mi-journée. Depuis, la police cherche à déterminer s'il s'agit d'un acte terroriste. Elle a pu établir qu'il s'agissait bien d'un engin explosif. Au Soudan, le président Omar al-Béchir a décrété une amnistie de tous les opposants. La libération de tous les prisonniers et détenus politiques est stipulée par un décret publié aujourd'hui à Khartoum. Il y aura bien souplesse dans l'application des derniers mois du service militaire avant qu'il ne soit supprimé en 2002. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, le ministre Alain Richard a précisé que tous les jeunes titulaires d'un emploi bénéficieront d'un report d'incorporation. Explication avec Dorothée Cochard. Les titulaires d'un emploi stable doivent pouvoir bénéficier naturellement d'un report et s'ils répondent aux critères requis, avoir l'assurance que ce report sera prolongé. C'est la première déclaration ferme du ministre de la Défense en faveur des sursitaires. Alain Richard confirme avoir demandé au préfet d'être bienveillant. Autrement dit, bénéficieront d'un report d'incorporation tous les titulaires d'un emploi, qu'ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée. Des directives qui répondent positivement aux revendications des 250 000 sursitaires. Pourtant, ceux-ci ne sont pas entièrement satisfaits. D'abord, parce que le report n'est pas automatique. Il dépend encore de la bonne volonté des préfets. Ensuite, parce que plusieurs catégories se voient écartées de ces aménagements, à savoir les intermittents du spectacle, les intérimaires, les professions libérales et surtout les chômeurs. Le problème des chômeurs, c'est que comment être crédible devant un employeur quand on cherche du travail, quand on passe des entretiens d'embauche en disant je ne suis toujours pas dégagé des obligations militaires, je suis toujours sursitaire, vous pouvez m'embaucher effectivement maintenant, mais je peux partir. Les sursitaires n'abandonnent pas leur principale revendication, à savoir un report définitif pour tous, et de cela aujourd'hui il n'est pas question. Lundi prochain, le gouvernement pourrait présenter une proposition de revalorisation du SMIC au 1er juillet avec une augmentation réelle. C'est ce qu'a déclaré Martine Aubry. Martine Aubry, dont on annonce le départ du gouvernement à l'automne. La ministre est, on le sait, candidate à la mairie de Lille pour l'année prochaine. Un mouvement de grève nationale illimité, celui des inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière. Ils protestent contre leur charge de travail. Toute cette semaine, dans les collèges, se tiennent les conseils de classe, réunions à huis clos, où l'avenir immédiat d'élèves se joue. Anne Guéry et Éric Delagneau ont obtenu l'autorisation rare de suivre l'un de ces conseils pour des élèves de 3e dans un établissement de Château-Thierry, c'est dans le département de l'Aisne. La classe de 3e est un tournant dans l'orientation et plutôt que le redoublement, il vaut parfois mieux orienter les élèves dans les filières techniques, c'est plus efficace. Pas un élève en vue, pas d'oreilles indiscrètes dans les couloirs. La séance se tient à huis clos
c'est qu'ici, on va devoir tout dire. Nous sommes un peu inquiets parce qu'il a des moyennes qui nous semblent limites pour l'instant. Tout dire sur chaque élève, ses notes, sa personnalité, sa maturité. 12 profs passent au crible 26 collégiens. L'exercice procure dans certains cas un plaisir évident. Une chance très satisfaisante, très bonne année, bon trimestre, très sérieux, bien très bonne année. Tous nos meilleurs vœux, monde général et espagnol. Mais dans d'autres cas, le conseil de classe ressemble plutôt à un horrible casse-tête. Tu as en face de toi une enfant qui te dit je ne sais pas. Alors tu vas l'aider comment? Justement, on ne savait pas dans quelle direction chercher parce qu'elle n'a pas de motivation. Écoute, elle a 4 de moyenne sur l'année en maths. Et encore, je vais faire l'informatique. 2 élèves vont redoubler, 6 iront dans des filières professionnelles, d'autres vont passer de justesse. Ce jour-là, il y eut pour les enseignants des cas de conscience, comme tous les ans. Quand il s'agit d'élèves dont on sait très bien que les résultats ne sont pas probants, non, c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Mais en même temps, on sait que le gosse a des qualités, qu'il a des qualités, il peut se motiver, il peut se passionner, il peut être très bon pour un domaine très précis, qui peut être la musique, les arts. Et puis nous, on doit dire passage en seconde ou pas, redoublement ou pas. Donc là, le cas de conscience, il est terrible. Que va-t-on faire? Finalement, 18 collégiens ont décroché le passage en seconde. Aux délégués d'élèves d'annoncer la bonne nouvelle, mais sans faire l'impasse sur les réticences émises par les enseignants. Bon, alors, seconde, t'aurais dû discuter aussi. Ouais, bah je passe. Ouais, bah j'ai bossé. Hein. Tu passes. Passer en seconde n'est pas la voie royale si elle doit mener à l'échec. Ici, depuis longtemps, l'équipe enseignante sensibilise les parents aux vertus des filières professionnelles. Heureusement, la société fait qu'on a besoin de tout le secteur industriel, qui est très valorisant parce qu'il mène facilement à l'emploi. Message compris, dans ce collège, chaque année, il y a peu de réclamations. Car l'orientation n'est pas imposée à l'issue du conseil de classe, elle est négociée depuis bien plus longtemps. Du sport, du football avec l'Euro 2000. Hier donc, les Anglais ont été sortis par les Roumains. Les Allemands, les tenants du titre européen, ont été humiliés par les Portugais. Il y a quelques minutes se disputaient les rencontres Yougoslavie, Espagne, Slovénie, Norvège. Cela déterminait les futurs adversaires de l'équipe de France. Nathanaël de Rinxin nous donne les résultats. Une vraie bataille de chiffonniers. Cet après-midi, les Espagnols et les Yougoslaves ont arraché leur qualification pour les quarts de finale au terme d'un match complètement fou. Une demi-heure de jeu, Milosevic ouvre le score. L'Espagne égalise 7 minutes plus tard. Pour se qualifier, les Espagnols doivent l'emporter, alors ils continuent d'attaquer. Leur défense prend des risques. Govedanic en profite pour redonner l'avantage à son équipe. Les Espagnols mettent 1 minute pour égaliser. Grâce à Munitis, ils reprennent espoir. L'expulsion d'un défenseur yougoslave et la rentrée sur le terrain d'un supporter vont pimenter encore un peu plus cette rencontre. Réduit à 10, la Yougoslavie surprend pourtant l'Espagne pour la 3e fois du match. Kramjenovic croit offrir la victoire à son équipe, mais l'Espagne, menacée d'élimination, poursuit son siège des buts yougoslaves. Dans les arrêts de jeu, les Espagnols obtiennent et transforment un pénalty. Ce n'est pas fini. À la 95e minute, Alfonso, encore lui, offre une victoire inespérée à des Espagnols déchaînés qui terminent à la première place du groupe. Alors voilà, nous allons voir avec, grâce à Christophe Tortora, le tableau des quarts de finale. Ça donnera donc Portugal-Turquie, Espagne, Pays-Bas ou France si la France termine en deuxième de son groupe, c'est-à-dire si elle perd ce soir. Si elle est en tête, elle rencontrera la Yougoslavie. Et puis pour le reste, c'est Italie et Roumanie. Tout ça pour les quarts de finale de l'Euro 2000. Et nous voilà donc en pleine fête de la musique, comme tous les 21 juin, et ce pour la 10e fois consécutive. Première précision, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, toutes les épreuves du bac ne sont pas annulées pour autant demain. Et tous les élèves convoqués pour demain, notamment pour les options facultatives, doivent bien se présenter à leur lieu d'examen. Désolé d'être abat-joie, je reviens à la musique, à toutes les musiques pour cette fête devenue internationale. Les métissages des genres musicaux sont impressionnants. Alors nous allons avoir un premier aperçu. On va aller maintenant tranquillement à Bordeaux. Je crois que nous sommes à l'Allée des Tournis, où entre tous les sons, il doit bien avoir un Éric Perrin dans tous ses états. Il y en a un, et puis c'est sur quelques notes de musique de jazz que Bordeaux a commencé à fêter dignement bien cette fête de la musique. Le groupe s'appelle Sweet Dixie Band, ils sont bordelais, ils rendent hommage au début du jazz, à celle notamment de Sidney Bechet. Le titre s'intitule Dr Jazz. Dr Jazz, ça dit bien son nom, c'est la preuve que la musique est un grand guérisseur de l'âme. Eh bien on l'écoute.
pas mon peigne. Alors Claude, je vous propose de faire un petit voyage. On Ouais. a quitté la Nouvelle-Orléans, on a traversé l'Atlantique et je vous laisse deviner Oh, où magnifique. on est. Magnifique. Hein, Ah oui, je vous c'est rappelle joli. que Onissois, Kilt, Malipance. Bon, c'est Oui, un peu oui, facile, oui, mais non, enfin, non. j'avais promis Vous de la êtes prêt placer. à tout, Eric, hein? Prêt à tout pour réussir. Ah ouais, Et à côté ouais. de moi, j'ai Martin Neige, qui est un Écossais, bien sûr, mais qui vit depuis 15 ans en Gironde. Alors, je vais poser une petite question à Martin. L'Écosse est certainement le pays où on vit le plus quotidiennement la musique. Est-ce que vous retrouvez cet engouement en France? Bon, je veux dire, la musique, c'est un partage de l'âme. C'est pas évident de faire ça. Et bon, moi, je suis content de venir, je vis en France, mais je suis content de partager mon âme, ma musique avec les gens ici en France. Faites comme ça, il faut faire ça tous les jours. Alors l'Écossais est en pantalon et le Français est en jupe. Non, c'est non, non, amusant. il est en Ah culte, bon l'Écossais. Il est pas. Vous pouvez tiens. soulever. Et alors, on écoute un... Non, non, on peut pas soulever, Claude. Enfin, faut être sérieux. On écoute un titre qui s'appelle Mary's Wedding, le mariage de Marie, et vous en êtes tous les témoins. Bon ben, on va faire un nouveau petit voyage, Claude. Oui. Ça vous intéresse? Oui, Eric, oui, continuez. Et j'ai changé le haut. Oh. Accessoirement, j'ai pas mal couru. Ah ouais, une c'est ambiance joli, tropicale, ça. hein, ça. C'est Oui, joli. C'est joli. Ça Vous va a- bien avec le guide. vous aviez des rideaux? Oui, j'ai des rideaux chez moi, justement. C'est bien, avec c'est ça que bien. je les ai Continuez faits. comme ça. J'en ai gardé une partie pour vous. Alors le groupe s'appelle Jinja et eux aussi sont bordelais, décidément on ne voit que ce soir. Et puis dans ces épicuriales, il y a toutes les ambiances, toutes les cultures, toutes les musiques. Là c'est une musique du Cameroun, de Centrafrique, je vous propose également de les écouter. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on va quitter Bordeaux et Éric Perrin, la fête de la musique à Bordeaux, comme dans toutes les villes de France, ou presque. Et nous allons revenir sur Paris, au Palais Royal, passer de la musique africaine à Michel Monpontet, dans un lieu évidemment très prestigieux, Michel. Tout à fait, nous sommes actuellement dans la cour du Palais Royal où la première goutte vient de tomber et je vous assure que je n'y suis encore pour rien. Oh, Alors, vous vantez pas. non plus. derrière moi, nous entendons Bevinda, la grande chanteuse portugaise. C'est dire si Reporters sans frontières et RFI ont tenté de faire une journée, une après-midi et une soirée qui finira très tard ce soir, où le message sera: ouvrons les frontières à la musique et écoutons la musique des autres et des autres pays. Alors bien sûr, quand on ouvre les frontières, il y a d'un côté dans la musique, vous savez, les professionnels, et ils sont derrière moi toute la soirée, ou à la place de la République avec Oasis, ou devant l'Assemblée nationale avec Mathieu Chédid. C'est les vrais, les professionnels de la profession. Mais il y aura aussi dans tout Paris des grands barnums, des grands concerts organisés, qui par une marque de voiture, qui par une marque de jeans ou de chaussures. Et libre à vous aussi de vous rendre dans ces grands rassemblements. Mais vous me demanderez, Claude, car je vous sens Oui, piétiner. bien sûr. J'allais vous demander, j'allais vous dire, qu'allez-vous faire, vous? Eh bien, moi, je vais rester au plus près de la tradition des pionniers, car le 21 juin 1982, j'y étais, et puisque pour une fois, on peut jouer du pipeau à la télévision, je ne vais pas me gêner. 1, 2. Ah non, pas ça. Un petit papier Eh bien, bonne nuit les petits. Merci Nounou. Voilà, il ne vous reste plus qu'à sortir votre bignou à bretelles, on vous attend. Et rassurez-vous, Merci. j'ai trouvé à Saint-Germain une église où il y aura un concert de musique hollandaise. On ne sait jamais si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça peut servir. Merci beaucoup Michel. Enfin, troisième aperçu de cette fête musicale, cette fois-ci dans les Jardins de la République. Car si Véronique Sanson est à l'Élysée, à Matignon, on a délibérément choisi l'Europe et l'Ode à la joie. Vous voyez le reportage de Frédéric Bonnet et Madi Diawara. Un hymne choisi ce soir pour son universalité. La 9e symphonie de Beethoven ouvre officiellement cet hommage annuel rendu à la musique. Beethoven voulait donner à son ode une impulsion telle qu'elle entraîne les hommes à conquérir la joie. C'est exactement dans cet esprit
qu'il y a quelques heures à peine, les Négresses Vertes ont repris en répétition, avec un accent gitan, cette œuvre universelle. L'interprétation a d'ailleurs surpris l'oreille aiguisée des musiciens classiques. On a parlé tout à l'heure, on s'est dit, il va falloir s'appliquer quand même, parce que c'est sympa comme ça. C'est ce qu'on s'est dit, oui. Hein, c'est au goût du jour. Le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'il n'est pas de chef. Ils n'ont pas de chef, c'est certainement la raison pour laquelle ils traversent l'Europe depuis plus de 15 ans. Pas de chef, mais un seul maître, Beethoven, avec qui ils ne sont pas très intimes d'ailleurs. Moi, je connais pas trop bien par les trucs archi connus, mais c'est sûrement le master des masters. Master at work. C'est un peu Pete Sampras. Sous l'œil discret mais attentif du maître de maison, Lionel Jospin, 6000 convives privilégiés se sont rassemblés dans les jardins de l'hôtel Matignon pour assister à une interprétation fidèle et émouvante de l'œuvre universelle de Ludwig van Beethoven. Voilà, faites de la musique. Et pendant que vous écoutez, vous pouvez aussi lire. Je vous recommande 2 livres. Celui de Claude Villers, cette édition de Noël, c'est Le Tonton Flingué, Francis Blanche, ça vous fasse rire. Et puis celui de notre consoeur, Françoise Laborde, 10 jours en mars à Bruxelles. C'est un roman paru chez Ramsay. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Dans quelques instants, vous allez retrouver Michel Drucker. Mais auparavant, je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées dans cette édition. La principauté de Monaco, qui est visée comme une bonne planque financière favorable au blanchiment d'argent. C'est un rapport parlementaire qui dénonce cette situation. Et puis l'enquête sur les filières d'immigration clandestine après la mort des 58 immigrés chinois retrouvés dans un camion à Douvres progresse. Le propriétaire du camion a été arrêté. Donc, juste après la météo avec Isabelle Martinet, vous retrouverez Michel Drucker pour un tapis rouge tout à fait exceptionnel. En direct de Platani, vous êtes dans le studio de Michel Drucker, le tapis rouge, dans quelques minutes, pour un spécial fête de la musique éclaté un petit peu partout, où là, il y a des gens qui chantent. Il y aura même Johnny Hallyday en direct de l'Olympia. À Michel Drucker de jouer dans quelques instants. Le dernier journal, c'est à minuit avec Florence Duprat, suivi des mots de minuit. Philippe Lefebvre, fête de la musique aussi. Et puis demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra le député socialiste Arnaud de Montebourg, auteur du rapport sur Monaco, le paradis fiscal. À 13h, vous retrouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir, merci.